Ces mesures qu'on évoque ici. Il y a beaucoup de points évoqués, la hausse d'impôts notamment, qui a fait très peur aux Français. Il a essayé de temporiser, Michel Barnier, il a dit on va taxer les plus riches. La deuxième question qui est arrivée, les plus riches, c'est quoi? Revenus au-delà de 500 000 euros par an, hein. Oui, parce que voilà, c'est du colmatage. Soyons clairs, Michel Barnier, il arrive, il a très peu de temps pour fabriquer un budget qui avait été en partie préparé, mais masqué un petit peu aussi. Rappelons quand même qu'on nous a que la découverte et l'annonce faite par Monsieur le maire ces derniers mois s'est faite progressivement avec beaucoup d'atermoiements. Donc il découvre quelque chose, il prend en main un élément sur lequel il faut réagir très vite. Alors oui, colmatage, parce que sinon on a comme un sentiment que le bateau est en train de couler, donc on écope, vous savez, c'est comme dans une barque, on essaie de sortir de l'eau. En même temps, on voit bien qu'il y a un travail qui est fait à deux niveaux. Les recettes, vous l'avez dit, parce qu'il faut trouver des recettes. Une des grandes difficultés de la fiscalité, des finances publiques françaises, c'est qu'on avait une espèce de chute des recettes. Donc il faut essayer de trouver des recettes. La performance de captation sur l'économie, sur les gens, sur les différents flux, elle était faible parce qu'il y a moins d'activité, c'est difficile. Et que par exemple, on taxe trop, et beaucoup le disent, le travail, et trop peu l'argent et les activités financières. Vous voyez, quand on fait de l'argent avec de l'argent, on est très peu taxé. Quand on fait de l'argent avec du travail ou de l'activité commerciale, on est plus taxé. Donc ça, c'est déjà un truc. Mais ça, c'est du structurel. Il n'a pas pu s'attaquer à ça. Donc quelque part, on va aller chercher ça et là. Oui, ce qui est facile, l'électricité, hyper efficace. Ça, c'est une mesure qui fait beaucoup parler, la taxation de l'électricité. Hein. Mais c'est facile, c'est hyper efficace. On sait que si on met un petit pourcentage en plus, on va avoir tant. L'électricité, tout le monde va en 4 consommer. milliards d'euros, dites-vous. Voilà, c'est facile, c'est fait. Après, on a quelque chose qui est le gel des retraites. Oui, alors les gels des retraites, pourquoi? Parce que ces derniers mois, et même les retraités le disent, alors évidemment, il y a une différence entre ceux qui ont des toutes petites retraites, c'est comme toujours, et ceux qui ont des moyennes retraites et grosses. Mais ils ont été revalorisés au rythme de l'inflation, qui était très élevé. Et donc, même eux ont eu des surprises en se disant, mais comment se fait-il qu'on ait été autant revalorisés alors que pendant des années, on n'avait rien? Bah oui, parce que c'était lié à l'inflation. Il n'y avait pas d'inflation. Aujourd'hui, il y a de l'inflation. Donc, ils en ont bénéficié. Donc, c'est vrai que c'est un public sur lequel on peut faire un effort à ce moment-là. Alors, ça va être peu populaire pour certains, notamment le Rassemblement national, qui a beaucoup été performant, c'est le retraité, dit non, moi, je veux pas qu'on touche aux retraités. Avant, c'était un public qui était macroniste. Maintenant, c'est dans l'escarcelle du Rassemblement national. Donc, eux disent non, on veut pas qu'on touche. La gauche dit bah ouais, mais attendez, aller chercher de l'impôt ou baisser finalement la dépense qu'on veut faire de l'autre côté. Parce qu'une fois qu'on a augmenté les recettes, on veut aussi baisser les dépenses. Donc, on taille dans les dépenses publiques, ça a été dit. 40 milliards en tout cas d'efforts là-dessus, mais on n'est pas dans le structurel non plus. On va aller couper certaines politiques, on va aller geler certains effets, vous l'avez dit sur le climat, mais c'est d'autres. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer, au fond, à l'organisation de l'activité, du service public et à l'organisation réelle des finances publiques. Là, je vous le redis, c'est du colmatage comme on peut et on essaie de trouver les solutions les plus efficaces. C'est toujours une taxe. Alors, ça aurait pu être la TVA, ça aurait pu être des choses comme ça, parce que là, c'est hyper rentable et hyper efficace dans un court terme, c'est-à-dire qu'on montre aussi qu'on peut rentrer de l'argent rapidement. Et puis de l'autre côté, quand on coupe des politiques, on les coupe vraiment. C'est-à-dire que cet argent-là ne partira plus, il ne sortira pas des caisses de l'État. Et qui est content dans ce cas-là? Les gens qui nous observent, vous l'avez dit très justement, qui sont aussi, on ne vit pas dans un monde fermé. France 24, eh ben oui, raconte le monde tous les jours. Eh bien oui, on ne vit pas la France dans un monde fermé ni européen, avec des conséquences malgré tout. On nous regarde depuis Bruxelles. Alors, il ne faut pas exagérer, hein, c'est la France, on ne va pas nous mettre un couteau sous la gorge. Par contre, il y a des acteurs qui sont, eux, alors, plus inquiétants, parce qu'en plus, on a livré notre dette, dont on parle peu, mais qui est une autre affaire, notre dette. On l'a largement livrée à des acteurs étrangers. À la différence d'autres pays, nous, on a une grosse partie de notre dette qui est gérée, tenue par des acteurs étrangers. Donc, eux, forcément, ils observent ce qui est en train de se passer, parce que ils veulent pas, il n'y a pas trop de risques, là non plus, en réalité, contrairement à ce qu'on nous raconte, mais il y a des acteurs qui vont dire, bah ouais, peut-être qu'on pourrait les contraindre en baissant la note, par exemple. Ça veut dire quoi, baisser la note? C'est-à-dire que quand on paye les intérêts de nos dettes, on va les payer un peu plus cher, parce que le demain, coût de l'argent pour nos dettes, voilà, qui va donner la note. Exactement. Il y a les autres agences de notation qui vont suivre. Exactement. Ça, Donc, c'est peut-être le plus important, l'essentiel qui va jouer là. Oui, parce que là aussi, c'est encore un effet de pourcentage. Pour l'instant, sincèrement, la France, elle paye un peu plus cher qu'auparavant ses intérêts de la dette. Mais en réalité, pendant des années, elle gagne même de l'argent en s'endettant parce que les taux étaient négatifs. Donc, là aussi, c'est trop facile. Et puis, l'inflation, rappelons-le, l'inflation a permis aux États et à la France en particulier, sinon la situation serait encore plus grave, de se refaire aussi une santé fiscale et donc budgétaire. Parce qu'on a, évidemment, quand les taux augmentent, le coût de l'argent et donc les prix augmentent, et ben oui, les taxes qui sont sur les prix, notamment de la consommation, augmentent aussi, et des services, et ainsi de suite. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on traite du court terme, on traite du court terme pour aller très vite, c'est ce que fait Barnier, des solutions de court terme, c'est pas des solutions structurantes et structurelles. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs, c'est temporaire. Alors après, on sait bien que les taxes qui sont souvent temporaires, elles restent, on les a vues, on a vu par le passé, on le voit chacun sur nos feuilles de paye, et ainsi de suite, voilà.
L'heure, elle est jugée grave, notamment, on l'évoquait avant le verdict des agences de notation, sur la solidité financière de la France. Il faut s'attendre à quoi, selon vous, à ce niveau-là ? Moi, je pense que, si vous voulez, il y a plus que l'aspect solidité financière, c'est l'incertitude dans laquelle le pays a été plongé par le fait que le président de la République a dissous l'Assemblée nationale et que cette Assemblée nationale est devenue un objet difficilement gouvernable. On va s'en rendre compte dans les prochains mois. Donc, il y a encore potentiellement un risque d'instabilité politique dans l'année qui vient. Les acteurs économiques et financiers, plus encore que les difficultés économiques et financières des pays, et la France est un gros pays malgré tout, avec des gros acteurs encore économiques qui font beaucoup d'argent. Qui fait de moins en moins aussi envie à l'étranger. Exactement, hein, même si on nous dit qu'on est très actif. Comme on nous avait dit qu'on n'était pas en déficit, très peu en déficit et qu'on était très actif, on peut se poser des questions quand les messages viennent de Bercy ou d'Élysée. Mais la réalité, c'est quand même là, c'est un peu moins inquiétant. Par contre, ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'instabilité politique. Et c'est soubresaut. Mais les acteurs économiques aussi en France. Aujourd'hui, vous voyez, il y a de moins en moins de décisions économiques qui sont prises par les différents acteurs économiques, qu'ils soient petits, moyens ou gros, qu'ils soient privés ou publics. Les gouvernements locaux, villes, métropoles, des conseils généraux, conseils départementaux, au-delà de ce qu'ils sont obligés de faire, ils freinent un peu parce qu'ils ont des incertitudes quant à la situation réelle de ce qui va se réaliser. Et je ne vois même pas les entreprises en assez grande difficulté, non pas simplement économique, mais de visibilité. Quand on leur dit on ne sait pas trop comment vous êtes taxé, regardez le MEDEF qui met la pression, beaucoup, alors ça c'est plus gros, pour dire non, arrêtez, ne stoppez pas les aides, ne stoppez les exonérations de fiscalité sur les charges notamment. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce que tout le monde a un peu peur de cette non-visibilité, de quelque chose qui ne permet pas de comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois. Et ça, c'est l'autre défi de Michel Barnier, mais là, il ne peut pas grand-chose parce que lui, il maîtrise certes la proposition qu'il va faire aujourd'hui, mais il ne maîtrise pas le temps qui va lui être donné pour continuer à travailler ou pas travailler. Ça, c'est l'ensemble. Son rôle aussi, c'est l'accompagnement et c'est comment aussi il va vendre ses mesures et son projet de budget. C'est en ça qu'il peut peut-être rassurer l'impact psychologique, vous venez de le dire, qui est évidemment extrêmement important, si ce n'est plus important que les chiffres. Le dérapage attendu, on le rappelle, 6,1%. L'objectif aujourd'hui du gouvernement, c'est de ramener ce déficit public à 5% dès 2025, 3% sous la limite des 3% tolérés par Bruxelles en 2029. On n'y est pas du tout, c'est un chantier qui l'attend. Et on le disait, ça fait évidemment vivement réagir au sein de la classe politique française. Il y a eu beaucoup de réactions ces dernières heures, chacun tentant de défendre son précaré. On va voir cela en images tout de suite avec nos confrères de France 2. Regardez. Gabriel Attal est venu lancer sa contre-offensive, avec des propositions bien éloignées de celles du Premier ministre. Que le budget qui semble se dessiner n'intègre pas assez de réformes et trop d'impôts, avec le risque de déstabiliser nos industries et la classe moyenne qui travaille. Nous ne disons pas cela évidemment pour polémiquer, mais pour respecter notre parole. La hausse prévue des charges pour les entreprises, la hausse plus forte que prévue sur l'électricité, le gel des retraites pour 6 mois et d'autres mesures fiscales nous semblent trop charger la barque pour les Français. Depuis plusieurs jours, la fragile alliance entre les Républicains et le camp présidentiel se morcelle. Dernier épisode en date, la présidence de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Le bras de fer entre les deux camps a permis à la France insoumise de récupérer ce poste convoité, malgré un accord passé cet été. Une passe d'armes qui a exaspéré Matignon. Michel Barnier a fait connaître sa préoccupation face à une solidarité qui n'a pas été au rendez-vous. De son côté, Gabriel Attal a dénoncé en privé un projet funeste de la droite. Le budget qui sera présenté au Conseil des ministres prévoit 40 milliards d'euros d'économies et 20 milliards d'euros de hausse d'impôts. Voilà, on vous rappelle ces chiffres, évidemment. Ce débat budgétaire qui commencera vendredi matin, demain matin, en commission des finances. Donc, ce sera la deuxième séquence après le Conseil des ministres, hautement plus complexe. Débat qui s'annonce vif, très vif même. Et oui, parce que derrière les chiffres, derrière la vie réelle des Français, et qui relie les deux, les chiffres et la vie réelle des Français, ça devrait être la principale préoccupation des acteurs politiques aujourd'hui. Malheureusement, derrière ça, il y a la politique et la vie politique, et notamment les temporalités politiques. Alors, vous avez parlé de l'Assemblée, mais on voit bien qu'Attal Wauquiez, pourquoi il y a cette compétition entre les LR et l'Ensemble pour la République, qui sont censés être associés dans cette coalition de gouvernement. On n'en parle pas, c'est une coalition de gouvernement
comme on en a dans les autres pays. Alors ça a été espéré par beaucoup comme étant la sainte alliance, si vous voulez, qui permettait de régler les problèmes français. On voit bien que c'est... Oh, mais non, parce que qu'est-ce qui fait la ligne de fond de ces acteurs-là, leur envie profonde? Attal, Wauquiez, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et bien d'autres, Gérald Darmanin, et ainsi de suite. Tous, autant qu'ils sont, ils sont malades de la présidentielle. Et je le dis avec fermeté, ils sont malades de la présidentielle. Ils nous embarquent en fait dans cette espèce de funeste temporalité qui fait que... Alors Michel Barnier, on n'en sait rien. Peut-être que, une fois qu'il est devenu cette espèce de président du Conseil qui ne se dit pas aujourd'hui, là, c'est plus le Premier ministre, hein, il est un peu au-delà. Mais c'est ça qui pollue en fait en permanence ce travail politique, qui est celui aussi de répondre aux questions du moment, de répondre aux questions qui vont venir. Vous parliez de 2025, de 2029. Entre 2025 et 2029, il y a 2027. Et ce qui intéresse davantage, au-delà des verbatims, des envies, des prises de parole, ainsi de suite, tous ces acteurs-là, c'est d'être en situation de pouvoir être en compétition en 2027 dans l'élection présidentielle. Il est aujourd'hui seul contre tous, seul face à tous, Michel Barnier, compris dans son propre camp. Ah bah Ça donne le sentiment. Alors oui, pour répondre à votre question, il a plusieurs parties prenantes. Il a le président de la République qui est dans son dos. Pas très loin, on l'entend plus. Vous avez très raison, tout à fait raison de le dire. Il a, et avec lui, il est à la fois sur le terrain intérieur, mais aussi européen, on l'a bien vu, hein, il ne veut pas se laisser faire parce qu'il y a une conversation forte avec l'Europe. De l'autre côté, vous avez un assemblage dont on parle, la coalition gouvernementale. Là, c'est compliqué parce que là, il voit bien qu'il n'a pas la maîtrise. Madame Carrère-Gé, qui est censée faire le travail de communautaire, de liaison entre les deux, puis on ne sait même plus qui s'occupe de les affaires parlementaires, bah, c'est déjà un couac parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée entre Wauquiez et Attal, entre les Républicains, Ensemble la République sur la commission de l'économie montre bien qu'on n'ait pas envie de se faire des cadeaux. Donc pour le coup, on est presque prêt à livrer à un ennemi lointain, la France insoumise, une présidente qui permet quand même d'aller contrôler ce qui se passait à Bercy, et ainsi de suite. Donc c'est pas rien. Ce jeu parlementaire, donc à l'Assemblée nationale, c'est un vortex complexe. Et puis après, il y a l'opinion publique. Et l'opinion publique, ça va être un vrai défi. On va voir comment d'ailleurs Michel Barnier va se défendre par rapport à ça. Parce qu'à mon avis, c'est un de ses principaux soutiens potentiels. Aller parler directement, aller faire quelque chose, mais les autres aussi. On voit bien qu'Attal, il prend un témoin non seulement le Parlement, mais les Français. Ah, attendez, moi, je suis défenseur de votre pouvoir d'achat. On a fait des promesses, même si on a géré pendant des mois ce qui vous amène à ce déficit, c'est nous quand même, mais il l'oublie un peu vite. Et de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen qui dit « Oh là là, attention, moi je suis la gardienne des grands équilibres parce que c'est moi qui décide ou qui décide pas de ce qui va se passer ensuite pour Michel Barnier. » Donc oui, il est un peu face à tout le monde. Et comment il réagit là-dedans, comment il navigue, c'est très, 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 très compliqué. Maintenant, moi, je vous le dis, on s'est déjà dit, je pense qu'à moins d'un grand événement, le budget sera voté au 49.3, enfin en tout cas pas voté. Il a dit, 3 octobre, Exactement. il aimerait bien qu'il soit voté, adopté de façon naturelle, mais ça semble quand même très compliqué, et il ira au 49.3 s'il le faut. Voilà, parce que son rôle à lui, et c'est toute sa force par rapport à l'opinion, c'est de maintenir l'activité gouvernementale et de maintenir l'idée qu'il y a quelqu'un qui est responsable par rapport à leurs intérêts, à leurs enjeux. C'est aussi la filière de communication qu'on sent venir. Je suis celui qui vous protège. Michel Barnier, 73 ans, j'ai pas d'envie après, on n'en sait rien, pas tout à fait, mais en tout cas j'ai pas d'envie après. Moi je suis là pour servir l'État, servir la France surtout, servir le peuple français, pendant que les autres finalement ça va être le discours. Les autres se bagarrent, font semblant de vous défendre sur des aspects perso ou particuliers ou corporatistes, mais c'est tout. Il se défend aujourd'hui de tout choc fiscal annoncé le Premier ministre. Il dit vouloir épargner les plus fragiles et ceux qui travaillent. Donc il parle effectivement aux Français, ça rejoint ce que vous disiez. Manuel Bompard, qu'on a entendu il y a quelques instants pour la France Insoumise, dénonce le plan d'austérité le plus violent que la France n'ait jamais connu. C'est vrai ou pas ça ? Après, il faudrait rentrer dans le détail de ce qui a été fait. C'est sûr que quand on commence à toucher à la fois, on augmente un peu les impôts. Manuel Bompard, il est plutôt content que ça touche pas notamment les plus modestes, ou en tout cas une partie de son électorat, hein, ça c'est clair, et une partie des Français. On a quand même le sentiment aujourd'hui qu'on est en train de passer à une autre étape. Oui. On a beaucoup annoncé, après le Covid notamment, ça va être difficile, ça va être dur, ça va être dur. Ça l'a été, mais là, on a le sentiment qu'on va passer à un autre cap. Et puis je vous le disais, les lignes de fond de l'économie sont quand même pas très bonnes parce que, vous savez, c'est pas compliqué. Quand on coupe l'accès à l'argent, on augmente les taux d'intérêt, on limite les banques françaises comme les autres, elles ont limité les robinets. Vous favorisez qui ? Ceux qui sont plutôt riches,
qui ont plutôt de la puissance, qui d'ailleurs se permettent à ce moment-là de racheter ceux qui tombent, parce que les autres en dessous, c'est nous, chacun d'entre nous dans nos familles, mais les petites entreprises, comme les petits pays, d'ailleurs à travers le monde, sont en difficulté parce que, voilà, on a besoin de l'argent, c'est la seule matière première pour l'économie, pour se déployer, pour se développer. C'est pas compliqué, hein. Manuel Bompard, il devrait dire ça d'ailleurs, plutôt que s'inquiéter du fait que ça va être l'austérité. L'austérité, elle vient effectivement en grande partie parce que c'est un message européen du moment. On fait attention à pas trop dépenser, à plutôt augmenter. Voilà. Alors peu de gens disent on va augmenter les recettes, donc les impôts, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui pointe là-dessus parce que défaillance d'entreprise, difficultés pour les uns pour les autres, résultats financiers, et on contourne finalement les évidences. Même lui, il dit pas tout à fait la vérité, si vous voulez. Un mot d'Emmanuel Macron avant de nous quitter. On dit qu'il évolue aujourd'hui entre silence et influence. Il essaie de garder la main, en tout cas, sur toutes les questions internationales. Il va recevoir Volodymyr Zelensky cet après-midi à l'Élysée, mais on l'entend pas beaucoup ces derniers temps, notamment sur cette question de budget. On voit que la Macronie s'écharpe, hein, mais lui, on ne l'entend pas. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? Alors, c'est sûr que lui, il s'est mis en situation d'exercer sa compétence. Alors après, avec parfois des difficultés. On l'a vu le week-end dernier, où il s'est un peu embourbé les pieds sur le Proche-Orient. Sur le Proche-Orient, exactement, où personne n'est audible si on est très honnête, mais en même temps, il n'avait pas besoin de jouer aller-retour en se trompant au passage, en prenant des gifs d'un Premier ministre, en tout cas israélien, qui s'est pas privé de lui remettre du colline une raclée politique, qui s'est jamais fait de cette manière-là, et même diplomatique. Et puis après, il est revenu en arrière. Là, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis au Liban. Maintenant, alors c'est l'Ukraine. L'Europe, pour bien la connaître et la vivre régulièrement, on est en vraie difficulté. Notre position, alors je vous dis pas au sein du c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, c'est compliqué. Alors, il a besoin de se concentrer. J'espère qu'il va le faire encore davantage, parce que c'est même plus audible. C'est un problème de performance après diplomatique qui doit être consulté. Alors après, sur le plan français, on peut imaginer qu'il s'en désintéresse pas. Il peut pas s'en désintéresser. C'est lui qui a créé la situation. C'est lui qui conserve en partie une partie de la possibilité de changer le rythme institutionnel, de pousser. Alors à la fois parce que dans moins d'un an, il peut dissoudre à nouveau. Il peut lui-même créer une condition personnelle de mettre une pression. Si ça continue comme ça, moi je vais finir par m'en aller. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des effets qui sont internes. Il peut pas se désintéresser de tout ça. Et surtout, vous avez raison, on l'entend plus beaucoup sur le plan interne. Dans son entourage, on dit qu'il est un peu déprimé. D'ailleurs, il fait circuler l'idée qu'il n'a pas constitué son équipe, que ce n'est pas son gouvernement à lui. Oui, parce que là aussi, imaginons qu'il se passe quelque chose de difficile pour Michel Barnier. Alors, quelle solution, quel plan B, quel plan C pour Emmanuel Macron? Revenir à M. Cazeneuve, partir vers Attal et les gauches, vous voyez, quelque chose qui pourrait se faire autour du PS. On entend ça aussi, Hollande, tout ce groupe-là. C'est compliqué, après derrière, de repartir vers cette solution, c'est-à-dire faire un aller-retour aussi important. Il sait qu'à ce moment-là, il aura le Rassemblement national dans la figure, ça va être difficile. Se posera la question pour lui aussi, on l'a dit plusieurs fois ici, avec vous, à un moment donné, le débat autour d'Emmanuel Macron, il ne va pas pouvoir tourner autour. Oui, une fois qu'il aura passé Cazeneuve ou Hollande ou je ne sais qui, le boomerang reviendra vers lui. 2027, c'est loin encore. Donc il a intérêt à rester à distance, en tout cas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, son intérêt, c'est qu'il n'y ait pas trop d'instabilité dans les prochaines semaines et prochains mois. Son intérêt, c'est de marquer des points au niveau européen et diplomatique, ce qu'on n'a pas fait beaucoup de ces derniers temps, que la France ait le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce contexte sans boussole, oui, mais c'est autant de performances potentielles. Quand on a un pays comme la France, on a la possibilité de performant à ce moment-là. Il ne l'est pas trop. Et après, croiser les doigts pour que, malgré tout, ou alors c'est du cynisme pur et dur, que son Premier ministre qu'il n'a pas choisi, si on va plus loin, et son gouvernement qu'il n'a pas choisi, hormis les quelques fidèles qu'il avait, réussissent un tout petit peu à prolonger les faits, c'est-à-dire qu'on dépasse le printemps, quoi. C'est là ce qu'il peut espérer.